Merci de me recevoir. Plaisir. C'est parti. Écoute, j'ai même pas eu le temps de te faire un café. Ah non, c'est bon. Je suis assez caféiné pour la T'es journée. fait, t'es Ouais. OK. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Claude Laroche, comédien, improvisateur, enseignant, membre du Grand Cirque ordinaire de la Ligue nationale d'improvisation à ses tout débuts et très très longtemps. Et monument de l'improvisation au Québec. Hey, le vol. Non, mais c'est drôle parce que moi, je suis pas un... Je disais ça à ma co-directrice, la co-directrice de ma compagnie, tu sais, que j'allais te rencontrer. Puis je suis pas un groupie dans la vie de tous les jours, mais j'étais comme un peu fébrile par rapport à te rencontrer parce que, ben pour moi, t'es beaucoup à la genèse de plein de projets d'improvisation qui ont eu lieu au Québec. T'en as vu beaucoup, t'en as vécu beaucoup, puis aussi, avec tout ton parcours, du moins pour moi, tu t'inspires beaucoup de... Comment dire... Pas du respect. Oui, de oui, l'amour, oui, peut-être. de l'amour, du respect. Non, mais d'ouverture, en fait. Ben parce qu'on a eu l'occasion... On n'a pas jamais eu l'occasion de jouer en match, mais on a participé au feuilleton, qui est un truc improvisé ensemble. Ouais. Un truc à Salomé Corbeau et Vincent Rouleau. On a... mais sinon, je vais te laisser parler après. C'est une discussion, hein? Tu te lances quand tu veux. Mais sinon, c'est ça. Tu as été du Grand Cirque ordinaire et des débuts de la LNI. Ouais. Ça a été comment? C'était comment au début, ça? Au début de la LNI ou au Grand Cirque ordinaire? Parce que c'est tous- deux... oui, c'est sûr que c'est c'est deux mondes, entités. hein? Oui, c'est c'est deux ça. mondes, mais en même temps, c'est deux mondes d'improvisation, c'est sûr. Au Grand Cirque ordinaire, écoute, moi, je sortais de l'école, là. On était Ouais. tous des petits culs, on sortait de l'école. On était déjà bien engagés dans une façon de voir. Moi, je suis sorti de l'École nationale, j'ai quitté l'École nationale avec Ok. ma classe en protestant. Ah ouais? Ah ouais, oui, écoute, en 68, c'est ça, 77, 68, il n'y a pas eu de finissant à l'École nationale de théâtre cette année-là. On est tous partis en gang avec Paul Baillargeon, Pierre Curzi, Gilbert Scott, Yvon Barrette et d'autres. Et puis donc, l'improvisation pour nous autres, c'était comme une arme, finalement. Enfin, une arme. Un outil? Un outil, oui. Ouais. C'est plus spécifique. Avec quoi qu'on était pas mal en guerre. Un outil C'est qui fait... peut-être pour ça que j'ai dit arme, parce que Ouais. on était en guerre contre une certaine forme de théâtre là, qui se faisait ici. On n'était pas en guerre contre ce qui se faisait, mais par rapport à ce qui se faisait pas. Ouais, ce qu'on pouvait être. Ce qu'on aurait pu faire, qu'on faisait pas. Entre autres, faire un théâtre dans notre langue. Ouais. Et il y en avait très, très peu. Il y en avait pas. Il y avait des auteurs qui écrivaient un peu, qui faisaient des tentatives. Michel Tremblay est arrivé exactement à ce C'est ça. moment-là. C'est vraiment ce temps-là de l'émancipation du théâtre québécois. Puis... Ben, en tout cas, l'appropriation de la langue. Oui. Surtout au Oui. départ. Et donc, on voulait créer un théâtre dans notre langue. Et puis, comme il n'y avait pas beaucoup d'auteurs, la façon de le faire qu'on a trouvé, ça a été d'improviser, quoi. OK. Donc, l'improvisation était un outil d'écriture, mais aussi un outil de libération, dans le sens qu'on se libérait d'un certain carcan qui était le bon parler, une certaine langue un peu artificielle, le français de Radio-Canada, quoi. Oui, en fait, une langue que personne parle. Nulle Exactement, part. c'est ça. Qui, curieusement, s'enseigne encore dans les écoles. Ouais. Le fameux normatif. Qui se joue qui se double dans les films, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu. Ben, Mais dans là, certains- c'est surtout, on faisait aussi beaucoup de théâtre français, du théâtre américain traduit, mais Ouais. un peu à la française. Même
nos meilleurs auteurs, je pense à Dubé, par exemple, à l'époque, qui écrivaient d'une langue... C'est très adouci. Ouais, qui n'était pas parlé, en fait. Qui était dur à parler aussi. N'était pas parlable. Pas toujours, pas dans tout ce qu'il a fait, mais je me souviens d'avoir joué dans un Dubé quand j'étais au collège, dans Zone. C'était... Bon, là, il y avait un peu... parce que ça se passait d'un milieu populaire, une tentative de... Mais ça reste que... Ce qu'on voulait d'abord, s'approprier la langue. L'improvisation, c'était ça que ça nous a servi. Je parle quand on est sorti de l'école. Oui. On a commencé à créer des spectacles. Là, le Grand Cirque ordinaire est arrivé l'année d'après. On avait déjà fait un spectacle, nous autres, qui s'appelait Pas de TV, P-O-T. TV. OK. Pas de TV, hein? Pas de TV. C'était pas légal, mais... Bon. C'était pas légal, mais ça l'est devenu avec le temps. Oui. Ça a pris bien du temps. Et puis après ça, le Grand Cirque, là, le premier spectacle qu'on a fait, Raymond avait écrit un canevas qui était à partir de Jeanne d'Arc de Brèche. Ouais. Donc, il y avait des extraits de la pièce. Mais entre les extraits, le canevas, ça disait il se promène au Québec. Nous sommes dans une famille le jour de Noël, etc. Donc, on improvisait à partir de cette idée-là. Donc, on avait cette espèce de balade au Québec où Jeanne d'Arc rencontrait plein de Québécois, puis là, on parlait notre langue. Ouais. C'est ça que je pense qu'il a frappé fort. Parce que ça a frappé fort quand c'est sorti. Je pense que beaucoup de monde attendait après ça, peut-être même sans le savoir. Vous avez fait plusieurs années, plusieurs représentations? Ah, on a fait plusieurs années, plusieurs spectacles. On a tourné partout au Québec. En plus de jouer à Montréal, bien sûr. Mais... Ben oui, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Raymond. Ben, tu dois tout savoir. Et non, mais il m'en a parlé beaucoup, mais là, ça fait un bout, là. Non, mais je veux aussi connaître... Je parle avec plein de monde, donc je veux connaître l'angle... La langue à terre. La langue à terre. De tout le monde. En même temps, c'est pas un podcast dédié au match d'improvisation, c'est un podcast dédié à l'improvisation en général. Donc, le Grand Cirque ordinaire m'intéresse autant que tes années à la LNI. Ben oui. Écoute, ça a été une aventure d'une dizaine d'années, le Grand Cirque. On a créé par improvisation, toujours selon la même méthode, un canevas. On improvise autour, on commence à jouer le spectacle, et puis à mesure qu'on le joue, il se peaufine, il se précise, il s'écrit, mais devant le monde, avec le monde, avec le public. Puis vous repreniez les mêmes chemins à chaque fois, un peu? Ben, on avait toujours le canevas de base, Okay. On prenait à peu près les mêmes chemins, puis plus on le jouait, plus il se fixait. Ouais. Mais il reste que quand il y a eu, à un moment donné, Guy Tauvette, qui était dans le groupe du Grand Cirque, a voulu publier T'es pas tanné, Jeanne d'Arc, notre premier spectacle. Il a fallu qu'il fouille en tabarnouche pour arriver à faire une version qui était à peu près la version qui s'était fixée vers la fin. Ouais. Mais il a écouté je sais pas combien d'enregistrements différents. Il nous a interrogés. Il a fallu fouiller dans notre mémoire pour finir par produire un texte. Mais finalement, quand ça se fixe, on a envie de le défaire quand on joue, des fois, non? Ben, écoute, à chaque fois, à chaque soir, on sait ce que c'est, l'improvisation aussi, là, l'espèce de le kick de la spontanéité, c'est magique. Alors, je pense qu'on ne l'a jamais joué pareil. Oui, je comprends. Ça a toujours été. Ça a été pareil pour tous nos spectacles. On en a fait plusieurs quand même. On se promenait en tournée à travers le Québec. À un moment donné, on se promenait dans le camion, là, on avait 3 spectacles, 3 décors. Selon les villes où on allait, des fois on les jouait les 3, des fois on en jouait 2. Et puis on ajoutait à ça ce qu'on appelait la soirée d'improvisation. Et puis on faisait toujours, dans toutes les villes où on allait,
une soirée où c'était complètement improvisé. On transportait, on appelait ça le tapis. C'était un tapis, en fait, une toile bleue, bordée de noir. Je la vois encore. Là. Ah oui? On se mettait autour de ça, le public en face ou autour. Des fois, on faisait ça sur scène. Et puis, on annonçait qu'on allait faire une soirée d'impro. Le public se rassemblait autour du tapis, nous autres aussi. Puis là, un de nous autres se levait, puis c'était parti. On n'expliquait même pas ce qu'on faisait. On le faisait. Puis, ça marchait. Oui, je comprends. Ça marchait, c'était magique. Cette espèce de lieu-là. J'ai eu la chance de toucher un peu à des trucs similaires sur mes 15 ans avec Saint-Place où on partait de rien, puis justement, on n'expliquait rien, puis le public, il suit. Il voit bien qu'on est en train de faire quelque chose, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de faire, qui se définit à mesure, qui se définit avec le public aussi. Oui, complètement. Ben, tu sens ça, hein, c'est pas juste l'énergie, mais même le contenu. Là. Des fois, sans que tu t'en rendes compte, le public t'amène vers tel contenu. Il veut ça. Puis forcément, tu le fais parce que inconsciemment, tu sens ça. Puis il te rend... il précise des fois ce que tu avais en tête parce que de sa réaction, qui n'est pas nécessairement un rire, mais quelque chose qui va te faire dire ben là, il faut que... Finalement, je suis pas un gentil. Je suis vraiment méchant. Puis on fait... c'est ça. Il y a des espèces de... Moi, j'ai toujours été surpris. J'en ai fait beaucoup d'improvisation. Des fois, tu trouves l'affaire, genre, un quart de seconde avant le public. Oui. Juste parce que toi, tu es dans la position où tu dois, tout à coup, quelque chose doit arriver à travers toi. Puis, j'ai l'impression, c'est arrivé souvent, cette impression-là, que tout à coup, de dire quelque chose, puis de me rendre compte que le public n'attendait que ça. Il attendait exactement cette réplique-là. Là. C'est ça qui... Même s'il ne le savait pas, moi non plus, je ne le savais pas. Puis tout à coup, paf, elle sort. Parce que c'est une communion. Je sais pas. Parce que tout le contexte pointait vers ça. Quand le public le sent, les comédiens le sentent, je pense que c'est parce que c'est naturel pour tout le monde. Oui, puis le cheminement a été fait ensemble. Parce que tu le sais, quand tu improvises, ton écoute des partenaires, mais écoute aussi du public est très forte. Tu es branché sur... c'est comme une voiture électrique. Tu es branché, puis ta pile se recharge tout le temps. Il faut... Parce que quand tu es à plat, ça va mal en maudit. mais là, c'est drôle parce que, justement, le Grand Cirque et tout le désir, à la sortie de l'École nationale, que l'impro est un outil de protestation, mais aussi un outil pour s'émanciper parce que, il n'y a pas assez de pièces en québécois. C'est drôle parce que nous, en ce moment, on travaille sur un truc, puis l'impro redevient aussi un outil pour finalement faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire chercher ce qui nous habite vraiment, voir comment... Là, notre projet, c'est voir comment la scéno peut nous... comment on peut répondre à la scéno, comment la scéno peut nous faire réagir. Mais l'impro devient de plus en plus un outil à notre présence théâtrale. Et c'est drôle parce que je me demandais si, justement, est-ce que le Grand Cirque ordinaire et la LNI avaient juste plus un outil pour le Grand Cirque. La LNI, c'était plus mis au devant. Ça, c'est moins un outil, mais plus le... C'est un ordre de l'improvisation. Ouais. La LNI, c'est... la LNI, là, l'impro n'est pas l'outil, le but. Oui, c'est ça. À travers aussi, au début, cette espèce de défi et puis de pied de nez aussi au théâtre en même temps, qui a toujours habité le théâtre expérimental, puis Robert puis Jean-Pierre à l'époque, ils ont toujours... il y avait cette espèce de volonté de faire un pied de nez au théâtre
par exemple, de montrer des acteurs en compétition, officiellement en compétition, de permettre au public de le huer, mais sous la forme de claques, là. C'était assez violent. C'était à quelque part anti-théâtre, mais aussi, ça devenait éminemment théâtral. C'est comme beaucoup de choses en art, c'est le paradoxe qui finit par révéler quelque chose de nouveau. Ben oui, moi, on l'appelle la deuxième histoire un peu. Là, en anglais, ils disent ça beaucoup. C'est-à-dire, les histoires qu'on raconte, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est un peu la mise en scène qu'on met par-dessus. C'est-à-dire le match dans ce cas-ci. Est-ce qu'ils vont recevoir des claques? Est-ce qu'ils vont se faire ruer? Est-ce qu'il va y avoir une punition? Qui va gagner le point? Tout ça, qui devient très théâtral en soi. Devient plus importante. Ben oui! La deuxième histoire est plus importante que la première. Dans ça, peut-être moins maintenant, mais au départ, oui, parce qu'en plus, c'était nouveau, c'était pas... c'était scandaleux, de toute façon. Scandaleux, puis en même temps, très, très racoleur. Oui. Parce que, écoute, le hockey, c'est comme faire tout pour que le Québécois aime ça. Oui, ben oui, c'est ça. Raymond parlait. Ben Raymond, il y a une petite amertume par rapport à tout ça. Là, petite. Bon, ok, je veux pas diminuer. Mais tu sais, il parle de gladiateur, puis il y a quelque chose là-dedans aussi de. Moi, en fait, quand j'étais petit, j'avais le droit de me coucher plus tard pour regarder la LNI à la télé. Puis j'ai commencé à jouer. C'était pas une mise en scène, là. Moi, c'était. Je jouais que la deuxième histoire. Parce que. Puis je savais même pas que c'était une histoire. C'était vrai, plus vrai que vrai. Puis je pense que même les comédiens à la LNI se sont laissés prendre à peu près un moment donné, non? Ah, par moment, oui, forcément. Peut-être pas la première génération. Ben, peut-être aussi la première génération, mais peut-être ceux qui sont ajoutés par la suite. Est-ce que ça. Ça a toujours été. Moi, j'ai toujours vu. Tu sais, c'est pas une affaire pure, là. Non. Non, c'est corrosif, là. Oui, exactement. C'est corrosif, oui. On peut facilement rouiller, mais pas dans le sens de quelque chose qui bouge pas et qui rouille. Non. Mais oui, ben, je pense que pour chaque personne qui va jouer là, il y a un petit combat à l'intérieur qu'il faut mener, puis il faut m'en être capable de balayer. Mais oui, c'est vrai. J'aime le mot corrosif parce que j'ai vu du monde, complètement pris, moi-même, par moment, complètement pris par tout le monde. Pourquoi qu'on n'a pas gagné, puis pourquoi l'arbitre a décidé ça, puis l'arbitre est pourri, puis puis le public ne s'est pas voté, il me semble qu'on était meilleur que les autres. En tout cas, oui, cette compétition-là est toujours là, elle est menaçante. Oui. Mais à un moment donné, avec le temps, je sais pas. Ben, si tu veux durer, si tu veux. Parce que là, c'était supposé d'être quoi, 4 soirs au début? 3 soirs. 3-4 soirs. Puis là, il y a eu des supplémentaires sur supplémentaires. Puis. Mais. Moi, je l'ai joué 4 soirs. Je vais à fond. On veut des points, tout ça. Puis on la joue. Mais si je le joue sur 20-30 ans. À un moment donné, il faut que je me pose des questions. Parce que quand il est venu le temps d'aller à l'international, s'il avait fallu qu'on arrive en France, on commençait à jouer avec des Français, des Belges, avec une mentalité de il faut gagner à tout prix. Je pense pas que le jeu aurait pris cette expansion-là. Mais en même temps, quand tu vas jouer à la LNI, le joueur, c'est un personnage. Oui. Tu joues un personnage, donc il faut que comme dans n'importe quel personnage, il faut que tu le tiennes. Il ne faut pas que tu décroches. C'est juste qu'il ne faut pas y mettre toute la gomme, là, parce que si on faisait comme dans la Ligue nationale, coup à la tête et tout, Simonac, ça ira. Y a-tu d'en avoir des coups? Ben, peut-être pas des coups physiques, là, mais tu sais, on a vu là, des affaires du monde un peu lâcher prise
un peu trop croire en leur personnage de joueur. C'est arrivé. Ouais. Puis ça peut mener au... Ce qui est formidable, c'est que ça mène au cabotinage, puis ça tient pas la route. Non, le cabotinage, ça marche pas. Alors, il faut revenir tout le temps à une sorte de pureté, effectivement. Ouais. D'être devant le thème, devant le vide, là, d'être abandonné, d'être un artiste, finalement, qui veut faire quelque chose, qui veut créer quelque chose. Là. C'est c'est un appel formidable à la création. Je reviens au grand cycle, c'était pour créer. On improvisait pour créer. Oui. Ben, moi, tu vois, t'as vu ce qu'on a fait quelquefois à Saint-Eustache. Moi, je suis content, je suis honoré de jouer pour la LNI depuis un bon bout de temps. Puis, dans ma tête, toutes les choses se placent. Là. De plus je vais voir à l'extérieur, je vais voir aux États-Unis, en France, un peu partout. Un peu partout. J'ai nommé 2 places. Hein. Ben, c'est bon, quand même. Et, 2 grosses places, là. Oui, mais je remets ça dans son contexte un peu, puis je fais, le match, c'est une forme parmi tant d'autres. Je veux dire, les formes que Keith Johnston a proposées, que Del Close et Chicago ont proposées, puis tout ça, puis dans les autres langues que je comprends pas, que d'autres gens ont proposé, je fais, le match a sa place. Ici, il prend tellement de place que c'est dur de voir autre chose. Là, j'en suis à essayer de voir autre chose. Mais toute ma vie d'improvisateur, j'ai toujours cherché à faire autre chose en même temps, à côté. On en a fait plein. Hein. Je pense à l'expérience de la kermesse qu'on a faite, qui était formidable. Où là, le principe d'improvisation, c'était pas on tire un thème, là, c'était d'autres choses. C'était le hasard, on avait une roulette de personnages, puis tu tirais au hasard un personnage, il fallait que tu joues ça. Le personnage, ça pouvait être aussi bien le facteur que la poésie, tu sais, ou Gérard Brouillette, mettons. Alors, c'était... Bon, ça, j'ai fait avec Sylvie Legault pendant des années. On a fait beaucoup d'impro sur commande, sur des thèmes. Par exemple, aller dans un cégep, une journée spéciale sur la sexualité chez les gens. Avec des thématiques, oui. Ouais. Puis répondre à ces commandes-là. Aller faire un congrès de médecins, puis le lendemain, un congrès de plombier. Oui. Faut pas mélanger, là. Mais, mais tu sais, faire de l'impro didactique, toutes sortes d'improvisation. Mais justement, dans toutes ces explorations-là que tu as vécues, est-ce qu'il y a un filon qui t'intéressait plus que les autres? Sans nécessairement dire que le reste t'aime moins ça, mais quelque chose que si je te disais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais exploré plus? Ce que j'ai beaucoup aimé, puis qui, à mon avis, est sans limite, là, c'est de l'improvisation au service d'une recherche, mettons. OK. L'improvisation au service de quelque chose, au service des gens pour débroussailler des discussions. Ça, j'en ai fait beaucoup avec notre compagnie, la CIA. La compagnie des improvisateurs associés, on était 2. Là. À l'occasion, on engageait d'autres personnes, mais on allait amorcer, en tout cas, permettre, par exemple, dans des congrès, on faisait une session d'improvisation autour des thèmes du congrès, et puis après ça, les gens pouvaient en parler entre eux. Moi, je trouvais ça formidable parce que ça permettait vraiment aux gens d'éliminer, on dirait qu'on faisait à leur place tout le côté, pas artificiel, mais le côté gros qu'il peut y avoir des fois dans des discussions. Brut, comme en ce moment, par exemple, tout sur la question de la laïcité. Puis, dans cette discussion-là, il y a des affaires qui sont énormes, qui ne sont pas décorticables. Donc, on se met à jouer, on sort des clichés, on sort des... C'est ça. Alors là, en jouant ces affaires-là, surtout par le rire, c'est ça qui est tellement libérateur. Côté ludique de la patente.
on faisait à la place du monde, on faisait des bêtises Ouais. dans cette espèce de session d'impro. Puis après, eux autres, ils pouvaient se référer à ça dans leur discussion. On est engagé par des syndicats, par des associations professionnelles. On en a fait pour beaucoup pour des causes sociales. Ouais. Ça, moi, j'avoue que ça, c'est de l'impro utile. Ouais. J'ai beaucoup aimé faire ça. Est-ce que j'en ferais plus? Est-ce que j'en ferais encore? Oui, je pense que oui, je serais. Ouais, justement, là, t'enseignais beaucoup toujours à Sainte-Thérèse? Oh, j'ai enseigné dans les 3 écoles de théâtre à Montréal, là, les 4. Au ouais. conservatoire, à l'École nationale, puis à Sainte-Thérèse. Ouais. Je commençais à Sainte-Thérèse, j'ai commencé par enseigner l'impro. Parce que c'est là que vraiment j'ai fait, mettons, une carrière de prof. Là. Je faisais un cours d'impro. Tu sais, qu'est-ce qu'un cours d'impro? C'est faire de l'impro, là. Oui. Mais tranquillement, j'ai orienté le cours vers plus un cours de création à travers l'improvisation. Mais c'était ça qui m'intéressait le plus. En fait, c'est la création dans tout ça qui m'a toujours intéressé. Le côté éphémère aussi, c'est comme... être privilégié du moment. Ouais, puis pas trop attaché d'importance aux choses. Des fois, là, tu sais, bon... Lâcher prise. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est juste du théâtre. C'est une de mes phrases préférées pour les élèves. Ben, écoutez, c'était pas bien bon aujourd'hui, mais c'est juste du théâtre. Ou c'était très, très, très bon, mais oubliez jamais que c'est juste du théâtre. Puis l'impro, ben, c'est encore plus juste du théâtre, je pense. Parce que c'est par définition imparfait. T'sais. Mais j'aime ce côté-là. Ouais. Puis est-ce que tu joues encore? Non. Non? Non. De l'impro? Ouais. Ah, écoute, dans le système Hélénie, là, je me souviens encore la dernière fois que j'ai joué. Ça fait combien de temps? C'était un spectacle hommage à Robert à Espace Libre, ça peut-être une dizaine d'années. 2006, là? Peut-être. Au 10e anniversaire de son décès? Peut-être, oui. Je pense que mais Ouais. Écoute, j'allais sur la patinoire, sur la scène, et puis j'avais pas peur. Puis c'était très mauvais. Ah ouais. J'avais pas envie de... Moi, ce que j'ai toujours cherché quand j'allais jouer, c'est... Je parle de peur, là, mais c'est la sensation de vide, de vertige, je dirais, qui vient avec le vide. Et puis là, j'avais plus cette sensation-là de vertige. Ça me dérangeait plus de rien faire ou d'être mauvais ou d'être stérile. Ça, c'est bien mauvais, ça. C'est un très, très mauvais feeling. Fait que là, j'ai arrêté complètement d'en faire parce que... Ben justement, on a joué dans le feuilleton après ça, je pense. Oui. Mais ça, c'était un gros canevas, en fait. Oui. Puis au moins, tu fais toujours t'en sortir en faisant la commande. Oui, c'est ça. En remplissant la commande. Mais moi, j'ai pas eu... je trouvais le projet formidable, mais moi, j'avais beaucoup de difficulté à avoir du plaisir. Oui, parce que j'avais plus cette kick-là. Mais c'est drôle parce que je donne des formations, puis souvent, j'ai du monde qui ont joué le match, tu sais, comme jusqu'en secondaire 4 ou... Je sais pas, ils ont arrêté au cégep, puis à chaque fois, c'est un peu les mêmes histoires, comme j'ai plus de plaisir. Puis c'est ça, le match, il vient avec beaucoup de codes qui se sont construits au fur et à mesure avec les années, puis surtout dans les réseaux amateurs. Tu sais, c'est des codes qui, tu te demandes d'où est-ce qu'ils viennent, mais tout le monde essaie de les jouer pareil. Puis je regarde ces gens-là, puis je fais, vous avez du plaisir à jouer, mais faut changer de contexte. Il y en a que je fais, ben, tu sais, le match, mets-le de côté pendant un bout de temps. Il y a d'autres choses qui existent. Je pense que tu as envie de jouer, tu as envie de la communion avec l'autre, tu as envie de créer quelque chose, mais cette mise en scène-là, c'est pas la seule. Tu sais, des fois... Bien, parce que tu parles des codes, effectivement. Moi, quand j'ai commencé à faire la Hélénie, moi et nous, c'est la gang du début,
Les codes, il n'y en avait pas. On les a C'est ça, inventés, les c'est ça. codes. Mais à un moment donné, comme c'est des codes, se sont codifiés, ils sont devenus des... Tu sais, comme, je sais pas, moi, à un moment donné, je vois des fois, bon, il y a une improvisation poursuite. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé faire une comparée, puis dans la deuxième, il a fait la suite de la première, puis c'était un trait de génie. Ouais. Tu sais, mais là, c'est devenu un code. Oui, c'est... Ça, moi, je trouve ça difficile. Beaucoup à la manière d'eux aussi, que c'est comme, tout à coup, où les improvisations chantées, ça n'existait pas, là, l'improvisation chantée. Mais tout à coup, il y a quelqu'un qui allait improviser, puis qui l'a fait... Il s'est mis à chanter. Tu sais, il a inventé. Alors, ça, c'est sûr que si tu veux, c'est le même. Tu peux pas revenir en arrière. Là. C'est là. Ça, c'est les codes clairs quand même. Là. Je veux dire, c'est devenu des trucs, tu sais, comme la rimée aussi. Mais il y en a d'autres qui sont pas entrés dans le... Mais qui sont là. Tu sais, comme, on est deux de la même équipe, laissons l'autre parler, ou des trucs. On commence une mix à un par équipe pour pas... Puis c'est toutes des conventions non écrites que tu fais. L'histoire que tu racontes, on se préoccupe pas de ces choses-là. Je veux dire, moi, je regarde une histoire, je dis souvent ça, là, je vais au cinéma, au théâtre, je lis un livre, je suis pas en train de me dire « Oh, lui, il parle beaucoup plus que l'autre. » Non. Je fais juste... Je fais juste embarquer dans l'histoire, puis des fois, justement, parce que on veut être chevaleresque ou on veut réussir à pas être compétitif. Oui, ou respecter, mais être compétitif, mais comme il faut. On essaie de respecter ces codes-là, quand dans le fond, est-ce qu'on peut juste improviser des fois? Mais moi, je les haïs pas, ces codes-là. Quand je vais jouer ça, je joue ça, tu sais. Moi, je vais de temps en temps, là. Il invite les vétérans comme ça pour faire... ça paraît bien. Moi, je trouve ça quand même formidable encore. Oui, bien sûr. Je trouve que les joueurs de la LNI en ce moment, d'abord, la qualité des joueurs est rendue... écoute, c'est un peu comme au hockey, hein? Un joueur de 1950, il arriverait sur la patinoire aujourd'hui, là. C'est maintenant qu'il aurait l'air de... Même un champion de l'époque. Alors, oui, il y a une qualité aussi, quand même. À travers tout ça, même s'il y a des petits défauts, là, mais ça reste que c'est assez admirable. C'est bon. C'est encore bon. Mais bon, moi, ce que j'ai le plus aimé dans tout ça, c'est les rencontres. Au bout du compte, les rencontres entre acteurs, ça, c'est quand même... il n'y a pas grand troupe de théâtre qui a permis ça à ce point-là, d'aller partir là, de Montréal, prendre l'avion, débarquer à Lyon, là tu t'en vas à l'hôtel, puis après ça, tu t'en vas au théâtre, puis tu joues avec 6 lions. 6 Lyonnais. Puis c'est des gens qui sont devenus tes amis. Avec le temps, et si tu vas, tu y retournes, mais là... C'est drôle, moi je suis retourné, j'étais là à la tournée récemment avec la LNI, puis on est retourné à Avignon après... la LNI n'était jamais retournée depuis 82? Ah non, depuis qu'on avait fait le festival. La photo, on l'a mis en ligne, la photo, t'es dessus, là, tout le monde bien cordé, là, comme une photo de classe. Oui, tout à fait. On a essayé de la refaire un peu rapidement. Mais c'est ça, de rencontrer... Moi, j'y vais depuis, comme... Je suis allé en amateur beaucoup en Europe, mais je vais depuis 20 ans, puis pas seulement pour le match. Maintenant, je vais avec ma compagnie, puis c'est fou, les gens qu'on rencontre, puis on se connaît pas, mais en moins de 2 spectacles, on est rendu des collaborateurs exceptionnels. C'est extraordinaire, ça. Puis des lieux aussi, de promener dans des théâtres, toutes sortes de théâtres, toutes sortes de lieux, toutes sortes de configurations. Mais bon, c'est comme tu disais tantôt, c'est une façon de voir, c'est la façon la plus populaire, là, sûrement.
Ah, dans la Mais tu sais, francophonie. l'improvisation, c'est vieux comme le monde. Là. Ben oui, je sais J'étais bien. allé en Italie, à un moment donné, j'étais allé faire des ateliers, donner des ateliers à des Italiens. Et puis là, c'était à l'intérieur d'un festival, je me souviens pas du nom, mais c'était un peu genre festival de spoken word, là, toutes sortes de formes. Et là, il y avait des vieux là, qui avaient été cherchés dans des villages un soir, là. C'était des conteurs. Mais là, ils étaient comme en compétition, d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Puis là, il y en a un qui commençait une histoire, puis là, pour ça, l'autre commençait la sienne, l'autre commençait la sienne, puis là, ça tournait comme ça. Puis écoute, il y avait des bonhommes, là, qui avaient 80, 90, là. Toute une soirée de comptage en italien, j'ai rien compris, mais j'ai pas été... j'ai aimé ça la première minute à la dernière minute, parce que c'était trop fascinant, là. Il y a des concours de menteurs, des... Oui. Non, mais c'est ça. Ben, on en parle souvent dans le podcast. C'est vieux comme le monde. Tu sais, quand j'entends, ouais, on a inventé l'impro, là, je fais bon, ben, OK, On se calme. On a inventé le match, c'est OK. Hein? L'improvisation, tu sais, ça existait avant le match. Puis, ben, l'improvisation en tant que spectacle en soi, c'est ça. Mais aussi, c'est quoi nos références? La francophonie. Maintenant, on peut... Moi, j'ai accès un peu à ce qui se fait au côté anglophone, mais après ça, les Asiatiques, les Espagnols, Il doit en avoir partout. en là, Afrique, en en Amérique du Sud. Il paraît qu'on joue le match en Amérique du Sud aussi, en espagnol. Oui, en Argentine. Il y en a... Sylvie Potvin est allée en Argentine une couple de fois. Il faudrait que je En parle. Afrique. Ouais. La Hélénie est allée en Afrique, effectivement. Oui. Ben, c'est... Moi, je me souviens... Il y a eu un mondial où il y avait une équipe de la Martinique, tu sais, Ouais. qui chantait avec leur tam-tam, là, leur hymne national. C'était tellement beau. Puis là, je viens de partir. J'avais amené un des Martiniquais faire du ski de fond. J'ai retrouvé des photos de ça l'autre jour. Cette espèce de grand noir Martiniquais en ski de fond. C'était trop beau, tu sais. Ah oui. Puis, du monde de partout. C'est un peu comme Robert l'avait prédit en faisant une joke, là, que la Hélénie va se répandre à travers le monde. Ben, en tout cas, à travers la francophonie, certains, puis un peu ailleurs aussi. Hein. Mais, OK, j'en arrive un peu au... Ouais, où est-ce qu'on est rendu? Non, mais je fais ça beaucoup dans le podcast. En fait, je pose un peu la même question à tout le monde, puis c'est un peu ma quête. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore et que j'aimerais faire? Et là, c'est sans limite, là. Tu sais, souvent, on s'enfarge un peu dans « Ah ouais, mais là, tu sais, ça prendrait de l'argent. Ah ouais, mais là, ça prend une salle. Ah là, ça prend des ressources de mes comédiens. » Non, ça me prendrait de l'énergie. Mettons qu'on a tout ça, là. On a les ressources qu'il nous faut. Là, c'est le temps de rêver. Tu veux dire, mettons qu'on est jeune, là? C'est pas obligé d'être jeune. Mais non! Mais non, moi, l'idéal, ça serait d'avoir l'expérience et l'énergie. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais avec c'est ça, toute ton expérience du grand cirque, du match, puis de tous les autres trucs que tu as fait, est-ce que il y a quelque chose que tu te dis, ah ben, si on te demandait, Claude, faudrait qu'on présente un truc à base de théâtre d'improvisation pendant des semaines, qu'est-ce que tu aimerais présenter? Ou dans quelle direction tu chercherais? C'est gros, hein? C'est gros, oui. C'est gros, surtout que moi, j'étais un peu... disons que j'ai mis pas mal le frein à moi étant en train de... par contre, je pourrais très bien peut-être regrouper des gens pour faire quelque chose. Faudrait que je pense sérieusement parce que, tu sais, j'ai passé quasiment ma vie à faire ça, inventer des manières, un peu comme tu fais d'ailleurs. Je me reconnais beaucoup dans ta démarche. Ben, je le prends comme un compliment. Ben écoute, tu fais plein d'affaires comme ça. Toi, j'étais allé voir à un moment donné, je me souviens, avec des livres, avec des... Donc, tu explores beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu le faire, puis je l'ai fait en masse. Moi, je pense que ce que
s'il y avait quelque chose, c'est drôle à dire, mais ça serait de bâtir une espèce d'équipe de rêve. Là, OK. De tout le genre, des improvisateurs, des improvisatrices dans le genre que j'aime. OK. C'est-à-dire qu'ils sont... Pour explorer, mais quel type de jeu? La liberté totale. OK. Peut-être revenir à ce qu'on faisait au début, un lieu vide. Oui. Avec pas de gadget, là, pas rien, juste le corps. Mm-hmm. Le corps, la voix, l'espace. Ouais, beaucoup. Ah ben on va t'inviter à... Beaucoup le rapport à l'espace, je trouve que des fois, c'est l'improvisation. Des fois, ça rend l'espace, comment dire, ça use l'espace. C'est très, très, très difficile de s'en servir comme d'un langage parce que c'est difficile de ne pas bouger, par exemple. Moi, je crois au théâtre, je trouve que l'espace, le mouvement dans l'espace, c'est le langage le plus fort. En impro, c'est difficile parce que il y a une sorte de fébrilité puis une peur de l'inconnu qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements inutiles, beaucoup de... Mm-hmm. Alors, peut-être faire une recherche, là... Ah bon. Ben là, Claude, il faut qu'on se parle parce que... non, mais nous autres, on va présenter aux écuries à la fin septembre une recherche dans l'espace. Ben voyons donc. Je te jure, on travaille avec une scénographe et une éclairagiste. Mm-hmm. On essaie de créer un espace qu'on peut varier, qui n'est pas codé, c'est-à-dire avec des plans inclinés. On s'inspire un peu de Appia, puis Edward Gordon Craig, puis Svoboda, des scénographes début du siècle dernier. Puis, et on veut voir comment ça résonne sur les comédiens. C'est complètement... Puis, là, il faut voir que tu viennes puis que tu... Allez vous voir. Ben oui, il faut que tu... Maintenant, on va t'inviter pendant nos recherches pour que tu... Mais alors, à ce moment-là, tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, quand on parle d'espace, on parle de mouvement. Oui. Alors moi, l'économie de mouvement est très, très difficile en impro. Quand tu montes une pièce, tu montes un texte, tu peux arriver à ça. Tu y arrives en général parce que là, à un moment donné, chaque mouvement devient significatif. Mais en impro, c'est difficile. Pas pour que ça devienne parasitaire. Oui, il y a beaucoup de parasites. Oui. Des fois, on s'en rend même pas compte. Là. On le fait dans la parole aussi. C'est plus évident dans la parole, mais le mouvement aussi. Dans le mouvement aussi. Oui. Alors, c'est intéressant, là, la recherche que vous faites mais là, dans un lieu qui va être une scénographie. Oui, en fait, on veut que nos scènes, au lieu de partir de la réplique de notre partenaire ou de ce que... On veut que la première réplique soit la scénographie. Donc, comment le comédien va répondre à ça? On a bien hâte. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'École nationale, dans ce temps-là, on allait à Stratford voir le festival. L'école nous amenait là. Puis ça m'a bien impressionné. C'est le lieu où est-ce qu'ils jouaient. Ils jouaient toutes les pièces dans le même lieu. Dans le temps, maintenant, il y en a beaucoup. Là. Mais le théâtre élisabétain, était en fait... Leur théâtre, c'était une scénographie de départ. Ouais. Puis avec ça, ils pouvaient... mais dans le fond, c'était un ensemble de blocs Mon Dieu, ça s'en ressemble. Monter un par-dessus l'autre. ça ressemble beaucoup. Avec des entrées, des sorties. Dans le fond, c'est revenir au cube de l'école. Là, tu sais. Ben, presque ça. C'est... Oui. Je veux dire... mais le cube est très, très de base, là, mais oui. D'ailleurs, moi, je me souviens, dans mes cours, des fois, je faisais faire l'exercice qui était très, très difficile à faire. C'est de bouger après la réplique. Je sais pas comment dire. Que le mouvement devienne pas complète, même, qu'il soit l'amplificateur de la... Oui. Donc, tout à coup, de travailler en étant extrêmement conscient du mouvement, de tes mouvements.
dans l'économie de mouvement, ça, là, ça peut être intéressant. Je pense. En tout cas, moi, je pense que vous allez faire. Vous allez avoir du fun, en plus. Ah oui, c'est sûr. Le cerveau va nous surchauffer. Probablement. Les pattes aussi. Les pattes aussi, oui. Le corps. Oui, complètement. Alors que je commence à m'entraîner. Oui. Mais... Faut être en forme, hein? Oui. Oui, mais faut... C'est comme dans n'importe quel contexte d'improvisation, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Donc, si j'ai mal, je joue que j'ai mal. Je pars de moi, je pars de... Faut être en forme mentalement. Oui. Parce que c'est... En tout cas, pour le match d'impro, parce que tu peux être atteint tellement fort, tu peux être blessé, là, tu sais. Oui. J'essaie de voir, moi, je me base beaucoup sur ce que je comprends, je le joue maintenant. Plutôt qu'avant où j'étais comme qu'est-ce qui pourrait être efficace. T'sais. Ouais. On était beaucoup là-dedans, là, quand tu veux gagner des points et des affaires, tu fais qu'est-ce qui est efficace. Maintenant, je fais. En même temps, si je réponds à la même question en me disant pour moi, ce qui est efficace en ce moment, c'est de jouer ce que je comprends. Parce que c'est de même que je peux pas faire semblant que je comprends autre chose. Hey, écoute, on avait improvisé, je sais pas si ça me revient là, mais on avait été improvisé avec l'Assemblée nationale. Ah oui? La LNI contre l'Assemblée nationale. Oh, palais! Il y avait 6 députés. Je me rappelle plus lesquels. Non? Il n'y a pas des... Je me rappelle. À quelle époque? Dans les débuts René Lévesque, je me souviens que juste un peu avant que le PQ dégomme René Lévesque, c'était ce congrès-là, en fait, où Johnson était venu avec son élégance d'éléphant tasser René Lévesque. Il fallait le faire en Christ. Espèce de minable. Mais bon. C'est bien la parenthèse politique. Oui, c'est ça. Mais c'était... Et les députés, nos politiques, étaient incapables d'improviser parce qu'ils étaient incapables d'y aller à l'économie. Pour eux autres, improviser, c'était en mettre, puis en mettre, puis en mettre, puis en mettre. Oui. Alors que, dans le fond, quand tu commences à avoir un peu d'habileté et d'expérience, tu sais que c'est pas ça l'affaire. Tu dois en mettre. Si le public y croit pas, t'es fait. Oui. Faut d'abord que tu t'assures qu'il y a la convention théâtrale, c'est-à-dire ce que je fais, c'est vrai, puis vous y croyez. Oui, il y a quelque chose... j'aime bien... Je suis pas un fan de Star Wars, là, mais il y a quelque chose du Jedi, là, dans le sens où, dans les films de Star Wars, les Jedi, ils peuvent convaincre des gens. On appelle le Jedi, d'ailleurs. Oui, ben je sais. Quand on appelle le Jedi, mais tu sais, justement, ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez, puis là, ils répondent, OK, ce ne sont pas les droïdes qu'on cherche. Donc, c'est comme dire au public, maintenant, je suis un plombier. OK, oui, t'es un plombier, on l'accepte. Oui. C'est ça qui est extraordinaire au théâtre en général. Ouais. En impro, c'est cette espèce de... Parce qu'on parlait de convention. Ça reste que le théâtre, c'est un ensemble de conventions. Puis en impro, on les crée, les conventions. Ouais. À chaque improvisation, il faut créer une convention qui fait que, à partir du moment où tout le monde l'accepte, ben c'est là qu'on peut, c'est la vérité. On peut y croire. Ouais. C'est tout. T'sais. C'est pour ça que le cabotinage, le décrochage, c'est les péchés mortels en impro. Parce que c'est sûr que si tu décroches de ton personnage... Tu brises la réalité. Moi, ça m'est arrivé des fois. Oui. Dans le temps qu'il y avait des claques, là, tout à coup, puis là, ça va mal, là, tout à coup, là, cette année, là, je fais une affaire là, qui est complètement anti-théâtre, anti-décrochage total. On va se avoir une pluie de claques, parce que le public était fâché que j'aille lâché. Oui. C'est que t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de briser mon rêve. T'sais. Moi, je suis en train de croire qu'on est au ciel ou qu'on est dans un hôtel dans le Sahara. Je crois que là, tout à coup, toi, tu fais... je
fais exploser ça, tu sais. Alors, pour ça, on parlait des conventions tantôt. Il y a des bonnes conventions, puis il y en a des... Mais les conventions sont nécessaires. Ben ça, c'est ce que les Américains appellent le yes and, beaucoup, là, c'est-à-dire d'accepter la convention. Les autres, c'est un peu intense là, comme règle. Yes, je veux dire oui et. Moi, j'aime bien parler de ce que la majorité comprend devient notre réalité pour qu'on puisse bâtir sur quelque chose. Tu sais, justement, pas défaire dans la face des autres ce qu'on est en train de construire. Mais des fois, on rencontre des gens tellement habiles qui déconstruisent ça dans tout, puis ça paraît même pas. Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Là, tu fais mais c'est parce qu'il a réécrit finement un petit bout. Mais là, ça va. C'est comme le premier, deuxième, troisième, quatrième degré. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu établis des conventions, puis là, il faut que tu les respectes. Mais si, à un moment donné, là, ça devient, pour moi, du grand art. Tu es capable de prendre ces conventions-là, puis toutes les virer de bord, puis que tout le monde comprend en même temps ça, puis là... C'est l'imagination qui travaille, là. Ça reste que c'est ça. Mais avant l'imagination, je pense qu'il faut qu'il y ait le respect des conventions. Oui. Mais le respect de l'autre, le respect de ce qu'on est en train de faire. Du public. Du public, oui. Moi, j'inclus le public dans l'autre. Oui. L'autre étant le public. L'autre, mais le public, ton partenaire de jeu. Même Rimbaud dit « je » est un autre. Alors, imagine-toi, tu peux même t'inclure dans les autres. C'est bon, ça. Ouais. Une des belles phrases que j'ai entendues sur le... Parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui était un Français qui faisait une thèse. Il était à la Sorbonne, imagine. Il faisait une thèse sur l'impro. Puis sa thèse en haut, ce qu'il avait écrit, là, qu'on appelle ça en exergue, je ne sais pas trop, le mot, peut-être pas le bon mot, mais c'est improviser, c'est commencer. Puis commencer, c'est être libre. Alors, peut-être ce qui nous fascine beaucoup dans l'impro, c'est cette espèce de quête de liberté qui est tout le temps là. Tu sais. Que tu le veuilles ou non, t'es là devant le public, puis tu cherches la liberté, puis tu montres au public que tu cherches la liberté, puis le public aime ça. Tu sais. Il veut ça. Il veut que tu te mettes en danger pour la liberté, pour... Alors, les heures de gloire de la Hélénie, ça se passait dans la salle Alfred de la Liberté. C'est pas pour rien, hein? Pas pour rien, tu sais. Ouais, puis ils sont tellement conciliants, le public, là. Ouais. Je veux dire, tu sais, si tu te plantes, là, ils vont pas faire... Tu sais, peut-être qu'à l'époque, ils lançaient des claques, je sais pas, mais si tu il y a une partie d'eux... Malgré toi, il va te pardonner. Oui, complètement. Moi, ce que je te contais tantôt, c'est comme si volontairement, là, tout à coup, tu boycottes. Là. Non, c'est si tu te forces pas, je te lance des claques. Mais si tu donnes tout ce que tu peux, peu importe ce que tu fais, je suis avec toi. Ou si tu fais de l'obstruction systématique à l'autre, là, comme j'ai vu souvent. Aussi. C'est drôle, justement, des règles se sont ajoutées avec... Qu'est-ce qui a changé des 3-4 premiers matchs à, je dirais, quand c'est passé à la télé, y a-tu eu beaucoup de changements? Y a-tu eu beaucoup de travail? Le lieu, quand on a recommencé ça, on jouait dans un grenier, en fait, avec des colonnes, là, mais écoute... l'espace Beaujeu? Il y avait 4 colonnes dans la patinoire. Ouais. C'était tout petit. Ça, évidemment, la popularité a fait qu'à un moment donné, on s'est ramassé dans des places absolument extraordinaires. Le Cirque Royal à Bruxelles ou le Cirque d'hiver à Paris, tu sais, des salles de 2000 personnes, là, pleines, qui regardent des petits bonhommes en bas qui improvisent. Là. C'est sûr que les lieux, ça a changé beaucoup. Il y a une sorte de... Peut-être qui est rentré tranquillement, une sorte de professionnalisme, peut-être
des spécialistes de l'impro. Tu sais, comme, Ouais. tu sais, il y a Ouais, un ouais. écrémage qui s'est fait. Ceux qui sont restés, ça a été les premiers spécialistes de l'impro. Puis après ça, avec le temps, c'est... Les Maintenant, enfants de je l'impro trouve, sont tu sais, je arrivés. regarde le casting là, de Ouais. la LNI cette année, là, je suis sûr que c'est tous des pros de l'impro. Tout du monde là, qui ouais, en ouais. ont fait, là, beaucoup. Ah ouais, C'est pas du monde qui vient essayer. Là. Non, c'est ça. Et Ben, on- ça, au début, c'était tout du monde qui venait essayer. C'était... Ouais. Alors ça... Maintenant, je trouve qu'il y a comme une... comme je dis souvent, les jeunes sont bons en tabarnouche. C'est des pros, tu sais. Je vous regarde travailler. Tu sais, quand je suis allé à Saint-Eustache, tu sais, tout ce que vous faites, ou ce que j'avais vu aussi avec les livres, là, C'était où ça? sur Mont-Royal, en haut du Bélicoune. Ah oui, c'était le dompteur avec Oui, le sur don- la poésie. Exact. c'est Ah oui, ça. ok, oui. Je me rappelais pas de ça. Oui. Ouais, ben là, tout le monde qui sont là, qui sont capables de faire n'importe quoi avec l'impro. Ouais. Tu n'es pas obligé de leur expliquer pendant 3 heures. Là. C'est... Je regarde des fois là, les joueurs, ils rentrent sur la patinoire, un de chaque équipe, puis ils font... Certains, ils se disent 3 mots, puis ils se comprennent. tu sais. Ouais. Puis à partir de là, ils vont partir quelque chose sur la même... Ben c'est drôle, l'autre fois, je suis rentré sur une impro, puis il y en a une, la fille de l'autre équipe est venue me voir, puis elle m'a dit c'est correct, c'était une police, puis moi, tu m'arrêtes. Puis je fais, ben, t'étais pas obligé de me le dire, t'avais juste à le jouer. Je suis rentré dedans. Ben, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit par la suite, je fais, ben oui, fais, tu sais, joue ce que tu veux, j'ai embarqué. Moi, j'ai pas. Je rentre plus vide qu'avant. Ben, ou du moins chargé d'une intention plus que d'une idée, parce que je trouve que d'essayer de rediriger les idées, ça me. Tu sais, ce qu'on discutait, là, nous autres, après les matchs, oui, mais là, il faut s'écouter, il faut ci, il faut ça. Maintenant, ça fait partie de l'ADN des improvisateurs. Oui. Ben, il C'est faut. là, sans... quelqu'un qui n'a pas ça, il pense qu'il t'offre pas, là. Ben, c'est des fois que t'arrives, puis même moi, ça m'arrive, même si je veux pas que ça arrive, c'est que t'as des vieux réflexes qui embarquent, puis t'as l'air d'écouter, mais t'es déjà rendu ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que là, on est habile, on est capable de rediriger un peu la patente quand c'est pas vraiment écouter. C'est vraiment... Ce que Simon il nous demande à la LNI, comme metteur en scène du match, c'est justement de ne faire qu'un. De se retrouver ensemble, puis d'être vulnérable. C'est difficile, ça. C'est très difficile. Ben, oui. surtout quand dans notre ADN, En fait, pendant moi, des années, c'était de ne pas être vulnérable. Accepter d'être vulnérable. Oui. Parce que, de toute façon, tu l'es. Oui, ça c'est sûr. Moi, je pense que, à partir du moment où tu mets le chandail, puis tu t'en vas faire un match, Ouais. il y a une part de toi qui est très fragile. Ben, tu vois, moi, je trouve que c'est plus difficile. En fait, je fais des contextes avec ma compagnie où je trouve ça plus facile d'être vulnérable. Mais à la LNI, je trouve ça plus facile d'être vulnérable que, disons, mettons, au National d'impro, où on avait 1 minute et demie pour jouer des affaires. Ah, tu demandais, ça, c'est une affaire qui a changé. Oui, mais ça... L'arrivée de Juste pour rire, là. Ouais, mais ça... Pas toujours positif. Non. Ça a aidé peut-être les salles de la LNI après coup. Je veux dire, pour le 40e ou le 375e, là, quand c'est passé à la télé, ben, t'étais juge. Justement, les juges, ça, c'est une autre affaire. Mais... Pas fort. Pas fort. ça, c'est... Ben, moi, j'aurais... Bon, tu sais, comme s'ils m'ont demandé d'être juge, Oui. c'est formidable. Je vais pouvoir m'exprimer, tu sais. Oui. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, juste pour rire. C'est Ouais. cote, là, Ouais. tu sais, c'est n'importe quoi. C'est la forme qui compte, pas le fond. Ouais. Jamais. Tu sais, ça fait que- Ouais, puis qu'est-ce que ça dit, mettre des juges dans un match? Ça dit au public, ça vaut pas ce que tu penses, ça vaut rien. C'est- Ben, ça aurait été valable si t'as le temps de t'expliquer, tu sais. Ouais. T'as le temps de...
de dire, ouais, mais là, moi, si ça devient un peu didactique, pourquoi pas, tu sais. Ouais. Mais c'est dur Mais d'être bon. vulnérable dans ce contexte-là où c'est très, très Ouais. fast-food. Mais... où je m'en allais où avec ça? Ben, c'est ça. Puis le match, c'est encore dur, mais c'est faisable. Puis là, j'essaie de trouver des façons de faire où... Tu vas-tu jouer, toi, cette année? Je jouais, oui. Moi, j'ai fini ma saison. Ah, Moi, c'est la finale. Là, La finale, ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça. Ouais. Moi, j'ai joué. Je joue depuis 2005. J'ai sauté une année. Salomé, était-tu encore là aussi, cette Salomé année? est encore là. On a Ok. fait la tournée ensemble. Puis là-bas, le faites-vous encore? Ou non? Le quoi? À Saint-Eustache? À Saint-Eustache, le cabaret improvisé, Salomé en a fait cette année. Je suis allé une fois. Ok. Moi, il m'invite de temps en temps. Oui, je suis allé une fois avant Noël. Mais eux autres, c'est le fun. Hein? Ils se pointent les quatre, ils invitent quelqu'un, puis ils essaient Ben quelque oui. chose. Puis allé. j'admire ça. Ben oui, t'as été le Jedi. Je suis allé faire un cours. Oui. C'était bon. C'était le fun? Ben, moi, j'ai bien aimé ça. Ils ont embarqué. Oui. Puis le public aussi. Là. Mais je faisais ça vraiment comme un cours, là, avec des exercices de base. Ouais. Mais j'avais eu, moi, une formation avec toi, une fois avec la LNI, je pense que Oui, c'était... oui, avec... justement, sur le aller aux personnage, écuries, je pense. Il y avait un thème. Oui, je pense que c'est le personnage. Ouais. Puis, ouais, j'avais bien apprécié. Ben, j'ai dû te croiser aussi quand j'étais au cégep, là, je pense, dans un tournoi Ah, aussi. c'est bien possible. Tu sais, des fois, beaucoup, ben, je sais, moi Ouais. aussi, j'en ai donné beaucoup. Puis, on recroise du monde au soir. Ah, écoute, je sais pas comment j'ai croisé Ben oui. 25 000 personnes. Je sais C'est pas, fou, je peux hein? pas te mettre de chiffres, là, mais... Puis jouer avec... on vient à ça, c'est Des peut-être centaines l'affaire et la des plus centaines, extraordinaire de tout ça, là, c'est le fait d'avoir joué avec autant de monde. J'ai vu quelqu'un en France justement écrire, parce que la France, bon, le match est très très populaire, la plupart des gens commencent avec ça, puis ensuite, il y en a beaucoup qui délaissent le match pour essayer d'autres choses, ou ils font les deux en parallèle, un peu comme je fais, mais il y en a un qui avait écrit que il aime beaucoup ce qu'il fait, maintenant que c'est plus le match, mais le match, ce que ça lui donnait, c'est pas la permission, mais l'occasion de rencontrer 6 personnes d'un coup un soir. Ben oui. Parce que là, ils jouent en troupe, toujours avec les mêmes. C'est génial. Ouais. tu sais. En Italie. Écoute, en Italie, là, c'est une de mes belles histoires, moi, d'impro, de Hélénie. Première fois qu'on va en Italie, il n'y a pas encore de ligue italienne, mais ils veulent en former une. Ils invitent la Hélénie à Florence. Et puis, ils ont réussi à trouver 6 improvisateurs qui parlaient français. Alors, on doit faire un spectacle à Florence. Premier spectacle en Italie de Hélénie, en français avec eux autres. Puis là, genre, 10 minutes avant le show, 15 minutes avant le show, moi et Germain Hood, on était là tous les deux. Hein. On se regarde, on dit, c'est bête, on va jouer en français. C'est la première fois que ça se fait ici. Puis le public, la salle était pleine, une super belle salle, tout en rond. On joue en Italie. On va les voir, on dit, voulez-vous qu'on joue en Italie? Ils ne parlent pas italien, personne. Ouais. Toute l'équipe fait, ouais, ça c'est une bonne idée. Bam! On va voir les Italiens en coulisses. Hey, on va jouer en italien. Hein? Ouais, on va jouer en italien. Vous nous aiderez. Puis, ils sont allés annoncer au public, juste au moment où, avant la présentation des équipes, ils annoncent au public que, contrairement à ce qui était annoncé, le match va avoir lieu en italien et non pas en français. Le monde dans la salle sont tous levés de poutre. Ah ouais? Ah oui, on a eu un standing ovation, on n'était même pas encore, ils nous avaient même pas vu à face. Après ça, ils nous ont présenté, puis on a fait tout le match en italien. Mais comment? Mais on s'en calisse, tu sais, dans Ouais, le fond. On a fait, Dans le fond, eux autres, ils parlaient, vous autres, vous t'sais, bougiez. tu sais, moi j'avais mon petit dictionnaire que j'avais regardé avant, là, de quelques mots-clés, amour, Ouais. bonjour, puis
Mais tu sais, c'était genre... Là, l'Italien dit « Ah, tu veux dire ça? Si. » Ça marchait, là. Ah, je veux le faire. Des vraies histoires, là. Tu sais, on arrivait à bâtir des histoires, puis tout, puis... Alors... La rencontre se fait. Oui, la rencontre se fait. Exactement, c'est ça. Puis elle est forte. Une belle rencontre. Il y a du monde sur eux, encore, on correspond. Quand je vais en Europe, on va le voir. Ça fait combien d'années? 40 ans, je ne sais plus. Là, mais premier match en 80 en Europe, 80, je crois. Chose à même. Bientôt 40. Ouais. Je pense que... Je sais plus quoi dire. Non, mais je pense que ça... je pense que la rencontre peut... ça peut être une belle fin à notre rencontre. Le beau match de Florence, ça. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, Claude. Hey, c'était un plaisir. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.